Le Poinçon, un podcast de la BBR. Parmi les activités proposées par la BBR, nous nous déplaçons régulièrement dans des classes du primaire, du cycle et plus rarement du collège pour animer des ateliers sur le braille. Ils permettent aux élèves de découvrir la structure, la lecture et l'écriture de cet alphabet. Nous vous proposons une immersion dans un de ces ateliers avec la classe de Madame Da Silva Carvalho à l'école primaire de Keila. Donc je vais vous présenter ce que c'est que le braille. Est-ce qu'il y en a qui savent déjà un petit peu ce que c'est ? Oui. C'est vrai ? Alors, moi j'ai déjà une question. Donc à part Aaron, je pense qu'il doit savoir. Les autres, est-ce que vous savez qui est l'inventeur ou l'inventeuse ou l'inventrice, je sais pas, du braille ? Il s'appelle son famille c'est Braille. Oui, c'est juste. C'est Monsieur Braille. Là, ça se trouve, c'était un monsieur. Hein? Et puis, c'était Louis Braille, qui est né en 1809. Quand il est né, il voyait. Mais à l'âge de 3 ans, il a eu un accident parce que son père essayait d'imaginer l'époque. Hein, c'était une époque où on utilisait plutôt le cheval que la voiture ou que l'avion. Donc en 1809, au 19e siècle. Et puis son père, qui s'appelait François Braille, lui faisait justement du matériel pour les chevaux, des brides, des selles, il faisait aussi des matelas. Donc avec des outils pointus. Et Louis Braille, qui était curieux, il a aussi voulu faire comme son père, seulement à 3 ans, on n'est pas toujours très doué avec les mains. Donc là, il a eu un accident, il s'est crevé un œil qui s'est infecté, et le deuxième, du coup, a suivi aussi, s'est infecté avec. Il est devenu aveugle. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire une sensibilisation au braille dans votre classe ? Alors, nous avons fait une journée sur la différence, sur le thème de la différence avec nos élèves il y a quelques semaines. Et donc, pour s'inclure dans ce thème, moi j'ai pensé à contacter l'association d'aveugles et malvoyants pour justement pouvoir faire un atelier sur le braille. Et du coup, en fait, on essaie beaucoup de sensibiliser les élèves à cet âge-là, en tout cas dans cette école. Et puis, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'élèves qui avaient pas mal de questions. Il y en a qui ne savaient pas forcément ce que c'était le braille tout court. Donc, je trouve qu'à leur âge, ils ont 12-13 ans, c'est assez important de partir avec ce type-là de bagage. Et puis, on voit qu'ils adorent, donc c'est vraiment génial de pouvoir avoir cette sensibilité-là dès le plus jeune âge. Recommanderiez-vous cette activité à vos collègues enseignantes et enseignants ? Alors, totalement. Je pense qu'elle est tout à fait adaptée pour le milieu primaire. Et je vais le faire d'ailleurs. Pour l'année prochaine, je compte envoyer un email à tous mes collègues du cycle moyen. Parce que je pense qu'il faut déjà avoir un petit niveau de lecture, l'alphabet, etc. Donc je vais le faire l'année prochaine, donc vous aurez sûrement des nouvelles de la part de l'école de Keila. Donc je trouve que c'est très très pertinent dès la 5P. Tout à fait pertinente. Et puis je pense que c'est vraiment maintenant qu'il faut qu'on fasse ce travail-là avec eux. Merci beaucoup. Merci à vous, je vous remercie. J'ai une question. Si on est aveugle de naissance, c'est quoi notre premier rêve ? Moi, je me rappelle pas du tout quel était mon premier rêve. Tu te souviens, toi, de ton premier rêve ? Non, parce que souvent, les rêves, c'est de ce qu'on voit. Non, pas forcément. Ouais. C'est ce qu'on a... Des fois, ça peut être juste ce qu'on a vécu. C'est comme on vit, en fait. C'est vrai qu'on a souvent cette question et on pense que... Il faut les voir. images, c'est le plus, c'est la sensation qu'on garde. Mais en fait, il y a d'autres. Mais ça vous est arrivé de rêver que vous tombiez, par exemple. Vous tombez. Ouais. Vous tombez, c'est une sensation. Vous n'avez pas besoin de voir pour ça. Voilà, c'est une sensation. Donc vous pouvez aussi rêver avec des sensations, avec l'impression que vous touchez quelque chose, l'impression que vous entendez quelque chose, que vous sentez quelque chose. Voilà. Donc il n'y a pas que la vue pour rêver. Le cerveau, c'est le cerveau qui travaille
Donc il utilise tout ce qu'il a comme possibilité. Quand vous allez par exemple, je sais pas moi, dans un centre commercial pour acheter des trucs, comment vous faites pour différencier les produits, les rayons? Ok, c'est une bonne question. En fait, personnellement, j'ai pas envie de passer tout mon temps à sentir toutes les boîtes, à renifler tous les légumes. Et en plus, je crois qu'on n'apprécierait pas trop que je goûte un petit peu ici, que je renifle là. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je demande au personnel du magasin si quelqu'un peut m'aider à acheter ce que j'aimerais acheter. Quand vous passez le passage piéton et que, genre, il n'y a pas le bip quand c'est vert, vous faites comment? Vous n'avez pas vu qu'il y a un petit boîtier, il vibre, effectivement, quand ça passe au vert. Et la vibration, on peut la sentir dessous le petit boîtier. Il y a une espèce de flèche qui vibre là. Et si on met le doigt dessous, on sent la vibration. Mais le chien, en fait, il sert à vous diriger? Alors, le chien, c'est mes yeux. C'est les yeux que je n'ai pas. Donc, le chien, qu'est-ce qu'il fait? C'est son travail, c'est de voir ce qu'il y a ou ce qui peut arriver sur le chemin. Si quelqu'un me passe devant comme un fou et que j'ai pas le temps de réagir, c'est le chien qui va réagir, qui va freiner pour dire attention. Il ne dit pas, mais c'est sa manière d'avertir. Il va freiner très fort. Ou s'il y a un trottoir, puisque moi je le vois pas, c'est le chien qui va le voir à ma place. Mais quand vous prenez le bus, vous devez prendre le bus, comment vous savez que c'est le bon, etc. Alors la seule chose, comme j'ai encore une langue, je demande au chauffeur, s'il vous plaît, c'est quel numéro? Alors, bon, à Genève, je dis bien à Genève parce que c'est pas partout comme ça. À Genève, il y a dans certains bus et dans certains trams, et puis quand le chauffeur le veut bien aussi, il actionne un bouton dès qu'il voit une personne aveugle ou malvoyante avec sa canne, et ça annonce à l'extérieur tram numéro 12, direction, je sais pas quoi, Tonnevala. Mais c'est pas tout le temps. Ça dépend de plein de paramètres, si le chauffeur l'a vu, s'il est bien tourné, s'il est même au courant qu'il a ce bouton. Donc, c'est seulement à Genève. Comment vous faites pour faire de la confiance aux gens et à votre chien? Eh bien, si je faisais pas, je serais toujours au lit. Puis je resterais toujours chez moi. Donc, si on veut faire quelque chose, voir des gens, travailler, on est obligé de faire confiance. Donc en fait, voilà, c'est la seule chose qu'il y a à faire en fait. C'est vrai que les personnes aveugles ont l'ouïe plus développée que d'autres personnes? Moi je dirais pas plus développée, mais plus entraînée. Parce que évidemment, comme on n'a pas la vue, alors on est obligé d'entraîner ce qui reste comme sens. Donc il y a le toucher et puis l'ouïe. Parce que pour savoir ce qui se passe, comme on n'a pas la vue, alors on va utiliser les oreilles pour décrypter les bruits qu'on entend. J'ai une petite question. Est-ce que quand on est aveugle, on peut pleurer ou faire des choses comme ça avec nos yeux? C'est pas parce qu'on n'a pas les yeux qu'on pleure pas. Ce chien, vous l'avez depuis quand? Alors celui-là, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. C'est vous qui choisissez les chiens ou c'est quelqu'un qui vous donne comme ça? Alors, on va dans une école parce que les chiens guides, tu sais, quand ils naissent, les chiens, ils savent pas forcément guider les aveugles et malvoyants. On doit leur apprendre. Ils doivent aller à l'école, comme vous. D'accord? Vous ne savez pas forcément écrire, donc vous devez apprendre aussi. Donc le chien, lui, il ne sera pas forcément guidé. Donc il va à l'école pour ça. Et puis ensuite, ça dépend des écoles. Mais dans l'école où j'ai pris mon chien, en discutant avec la directrice, elle arrive quand même à trouver le caractère qui va avec le caractère du chien, qui va avec le caractère de la personne. Mais du coup, vous savez pas comment les gens ils se ressemblent. Enfin, vous savez pas comment votre fille elle ressemble. Enfin, à quoi elle se ressemble.
Ouais, alors elle, je sais, parce que comme je l'ai touchée depuis toute petite, je sais comment elle est physiquement, puis je sais comment elle a changé, comment elle a grandi, comment elle s'est arrondie, ou qu'elle a maigri, enfin voilà, je peux tout savoir, des trucs comme ça. Comment vous faites pour regarder la télé? Enfin, si vous avez une télé. Ah, ça a l'air super important. C'est pas audio description. Et c'est bien, c'est juste. À côté, il y a un truc C'est audio description en gros, genre. C'est pas. C'est genre. Tom rentre dans la salle, Tom dit à Timothée. Exactement. Non, il va pas dire Tom dit à Timothée, mais il va dire Tom fait une grimace à Timothée. Voilà, parce que Tom, il va le dire à la télévision. Ouais. Donc, tout ce qui est dit, il n'y a pas. Voilà. C'est tout ce qui est en image, tout ce qui est visuel. C'est possible que vous retrouviez la vue ou pas? Alors, moi, je pense pas. Mais certaines personnes, ça dépend ce qu'ils ont, peut-être. Ceux qui ont une cataracte, c'est une espèce de peau qui pousse sur l'œil. Là, souvent, il y a des opérations qui font que les personnes peuvent retrouver une meilleure vue. Et là, vous voyez tout noir ou vous voyez comment un peu? Alors, je peux pas te dire si je vois violet, vert, noir ou bleu, parce que première chose, je pense que j'ai jamais appris les couleurs. Vous, quand vous êtes petit, que vous sortez du ventre de maman, vous connaissez pas les couleurs. On doit vous les apprendre. Imaginons, vous décrit quelque chose que vous arrivez quand même à imaginer. Alors, j'imaginerais d'après ce que j'ai touché, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai senti. Vous parlez d'autres langues? Ouais, j'ai essayé. Moi, j'ai appris l'anglais, l'allemand, comme vous. Hein. Vous allez apprendre aussi. Hein. Vous apprenez. Autrement, après, comme j'étais au Vietnam, j'ai parlé vietnamien, mais j'ai oublié. Et puis là, je suis allée à l'université de Genève, puis j'ai appris le chinois mandarin. Puis, puis l'italien, mais un petit peu, parce que j'ai appris à l'école. À l'école, tu étais avec que des aveugles ou tu étais dans une école avec des enfants qui voyaient? À l'école, j'ai commencé avec des personnes aveugles et malvoyantes pendant 5 ans, les 5 premières années d'école. Puis après, je suis allée dans une classe avec des élèves qui voyaient. J'étais la seule aveugle. Voilà. Est-ce que vous avez déjà subi des moqueries à l'école ou même pas? Sûrement, mais comme moi je me laisse pas faire, j'ai dû aussi me moquer. Est-ce que du coup ça vous est déjà arrivé que genre dans la rue quelqu'un vous vole de l'argent ou un truc comme ça vu que vous ne voyez pas? Une fois, mais je pense que c'est parce que j'étais distraite, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de monde dans le tram. Bon, souvent les gens ils profitent de ces moments-là. Hein. Pour l'argent, comment vous reconnaissez les billets de 10 ou de 20? Alors, sur les bords ici, il y a des petits groupes de traits qu'on peut toucher. Maintenant, je ne sais pas si vous y arrivez. Je peux toucher, moi? Et là, il y en a 2 que je sens bien. Donc, je dirais que c'est un 20. 2 groupes de traits. Oui. Merci beaucoup, madame. Courage, madame. Merci, courage. Ah, merci. C'est gentil, ça. Courage. Mais moi, c'est bon, vous en êtes. Merci à Madame Da Silva Carvalho de nous avoir reçus dans sa classe et à ses élèves pour l'accueil et la participation. N'hésitez pas à nous contacter au 022 317 79 00 si vous voulez en savoir plus sur le braille et nos ateliers. Nous pouvons également faire ce type d'animation pour les adultes. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.